Salut les marques, salut les stars et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, c'est le week-end allemand, le week-end en Europe avec le SmackDown et évidemment Bash in Berlin, la grosse analyse du PLE le plus attendu du mois d'août. Et pour m'accompagner dans cette grosse, très grosse analyse, j'ai avec moi Giscal. Guten Tag, Giscal. Guten Tag, Jerem. Wie geht's? Wie geht's? Gut. Und du? Gut. Und du? Gut. Très bien. Voilà, on a fait les intros en allemand, c'est parfait. Eh ben oui, on pouvait continuer. J'étais en train de me J'étais en train de chercher mes fiches d'allemand LV1. C'est ça. dont il me reste pas grand chose. Bon, je te propose de faire l'analyse en français quand même, hein, pour le bien de toutes et de tous. Oui, exactement. On en aura on pourrait conquérir peut-être une toute nouvelle audience, peut-être. Hein, je ne sais pas, mais bon. Ah oui, bah écoute, à la conquête de l'Est. À la conquête de l'Est, de l'Europe de l'Est. Bon, bah ça se passait justement à Berlin, cette histoire. On a d'abord eu un SmackDown, on va passer très rapidement en revue. Hein, voilà, les SmackDown des PLE dorénavant, ce sont un petit peu les kick-off du PLE. On expédie parfois des matchs de championnat. On a notamment eu LA Knight qui affrontait Ludwig Kaiser pour le titre US et qui a conservé son titre, LA Knight hier. Donc ça, c'est une première bonne chose. On a eu également Apollo Crews et Baron Corbin, toujours over auprès du public européen. On l'avait manqué, notre Baron nous avait manqué en France. Eh bien, ils ont affronté la Legado del Fantasma pour la victoire des Latinos, si je me souviens bien. Absolument. Tout à fait. Voilà, bon, excellent souvenir. On a eu des petits, du Nick Aldis qui a fait un petit coucou, Cody Rhodes et Owens qui ont échangé quelques mots. Je sais pas si Cody était tout seul ou si. Non, c'était un petit petite passe d'armes, petit face à face. Il me semble, parce que c'est vrai que parfois c'était pendant les vacances, les Raw et les SmackDown sont nébuleux, mais je pense que c'était la promo où Kevin Owens évoque le fait que Cody Rhodes s'est blessé au genou. Qui jouera évidemment un rôle dans leur match. Et oui, et Kevin Owens voulait un peu d'une certaine manière dire non mais moi, ça fait 7 ans ou 8 ans, je crois. D'ailleurs, c'est fou qu'il a été champion universel. Ouais. Déjà, sa victoire à l'époque, grâce à Triple H, avait été teintée de controverses. Il veut pas que ce soit le cas encore une fois. Et donc, limite, il demande presque quasiment à ce que le match se tienne pas, quoi. Que il veut que Cody Rhodes soit un peu honnête et joue carte sur table. Si t'es blessé, tu le dis et puis on fait pas le match, quoi. Ce qui est et donc Cody Rhodes il dit non regarde mon genou il est 100% et puis je crois que Kevin Owens lui dit ouais mais pourtant c'est bizarre quand t'es rentré dans l'arène tu sais t'as pas fait ton petit truc à genoux où t'embrasses tu sais machin et puis c'est louche et il a l'œil Kevin donc mais bon écoute finalement voilà ils vont l'avoir ce match ils vont l'avoir. Carmelo Hayes a battu Andrade, voilà. Les deux hommes n'arrêtent pas de se mettre sur la tronche. Et du côté de la division féminine, il y avait un match à ne pas manquer. C'était Nia Jax qui a démonté Michin dans un Street Fight match. Voilà. Donc Michin, rest in peace. Michin démonté, voilà. Ouais. Michin démonté. Voilà, c'est comme ça que s'est terminé ce petit show bleu. Donc, comme d'habitude, on a le droit à des petits matchs pour les titres, les petites promos qui vont bien, donc ça marche plutôt bien. Et puis on a déjà eu un petit avant-goût du public européen qui s'annonce évidemment d'ores et déjà chaud, bouillant. Seront-ils à la hauteur du public français, du public de Lyon? Les paris sont déjà pris et on va donc direction le PLE si tu veux bien. Bon Giscal, avec une carte qui va à l'essentiel, la carte à l'européenne. La carte à l'européenne, le nouveau format. Le format Triple H, pas beaucoup de place pour les grosses surprises, pas de place pour les squash matchs. Non, tout le monde va avoir 15, 20 minutes, 25 minutes pour s'exprimer. Et on commence donc dans cette arène à Berlin, la Uber Arena avec Michael Cole et Wade Barrett et les commentateurs allemands.
Voilà, c'est vraiment, ça nous rappelle des souvenirs tout de suite. Voilà, c'est un Ah peu oui, la même setup qui s'offre à nous. Ils sont un peu plus nombreux. Je crois qu'ils étaient 13 000 là où nous étions environ 11 000. en D'ores et effet. déjà, je peux le dire, ils ne battront pas le record de décibels. Hein. Et non. Les Allemands, à Non. quelques décibels près, ça s'est joué, mais le record d'ambiance, le record de Le record volume tient. sonore est toujours détenu par les Français. On commence fort, Giscal, puisque Cody Rhodes est bel et bien là, Kevin Owens est bel et bien là. Cody Rhodes a peut-être le genou en vrac, mais il vient défendre son titre universel undisputed face à son ami canadien. Hein. Ils sont toujours amis normalement, visiblement. Ils sont Ah toujours oui. copains, même si ce match va mettre peut-être un terme à cette amitié. On ne sait pas, hein, Kevin Owens et les amitiés, c'est une grande histoire. Et c'est parti, gros face à face. On joue avec la foule qui est en feu. Hein. Ce sera le mot d'ordre pour toute la soirée. On a des chants Kevin Owens, des chants Cody Rhodes, on a des chants allemands. Écoute, je n'ai pas compris tous les chants allemands. Ils avaient il est vraiment phénoménal à eux. Hein. Ils avaient leur chant. Oui. Alors ils en avaient des drôles. Hein. Il y avait le Auf die Fresse, Auf die Fresse. En fait, ça veut dire un peu dans ta face, mais enfin littéralement dans ta face en allemand, mais c'est plus c'est un équivalent de fight, fight, fight en quelque sorte. Hein. Ah ouais. Donc ça c'était assez drôle. Ils ont ouvert le match avec je crois que c'est un chant de stade de foot, je le connais pas très bien, mais c'est un truc de stade de foot, Willkommen in Berlin. Enfin, il disait voilà, je sais plus je sais plus, wir gehen in Berlin. Enfin, nous allons à Berlin, un truc. C'est un chant de stade de foot, je crois. Mais il y en avait quelques-uns qui étaient assez drôles, ouais, c'était sympa. Et puis moi, je trouvais que c'était marrant de les entendre compter en allemand aussi, tu sais, sur les tombées. C'est là, Ouais. ein, zwei. Simplement Il y avait pas le simplement zwei, ouais, je sais pas s'il l'avait cela. Ah oui, ça c'est la petite touche voilà, qui fait voyager, effectivement. La petite touche locale. Ouais. Ça va être cool. Ça, rien que pour ça, ça vaut le coup de se déplacer. Ça vaut le coup de se déplacer. Mais aussi ce match-là qui vaut le coup avec ce gros opener. Donc voilà, grosse face à face entre les deux hommes. Derrière, c'est parti, ça envoie du bois avec Owens qui se retrouve à l'extérieur. On fait des dives pour envoyer Cody Rhodes en plein contre le tablier du ring. Les suicide dives qui sont envoyés, voilà, les ciseaux de bras qui sont balancés dans tous les sens. On se retrouve contre les barricades, le gros saut de la grenouille, le gros frog splash de Kevin Owens qui est placé derrière. On a le power slam de Cody Rhodes qui est envoyé. On a notre Cody qui parvient malgré ce fameux genou qui est un petit peu en difficulté, qui parvient à tenir. On a déjà les premiers comptes de 2 qui sont envoyés, les German suplex qui volent dans tous les sens. Le disaster kick est contré avec une tentative de stunner qui est contrée. C'est incroyable. Hein. Les hommes se connaissent bien par un crossroads qui n'ira pas plus loin que le 2, le simplement zwei. On se retrouve dans le coin, la superplex de Kevin Owens qui est balancé, mais ça ne suffit pas. Et puis derrière, le Cody Cutter qui ne peut pas être lancé, le genou lâche, la rotule, jusqu'à la rotule. Oui. Se déboîte, roule et Kevin Owens est pris à ce moment-là dans la tourmente, le Canadien, puisqu'il a une opportunité d'en profiter. Hein. Cody est blessé, Cody ne peut plus se tenir debout. On a même Wade Barrett qui l'encourage. Allez, Kevin, oublie tout ça, va chercher ta victoire, va chercher ta victoire. Killer Instinct. Ouais. Mais le Canadien réfléchit trop et ça va probablement lui coûter cette opportunité. Hein. La fenêtre de tir se referme. Et puis derrière, on a la powerbomb justement de Kevin Owens qui hésite en fait à faire sa powerbomb sur la apron powerbomb, la powerbomb sur le bord du ring qui n'est pas lancé. Hein. Avec ça, c'était fini. Non, à la place, il met un stunner pour le compte de 2 et puis derrière la Swanton qui va être relancée, mais Cody Rhodes plie ses genoux. Voilà, la rotule est de retour et derrière. Cody Rhodes qui va en profiter pour conserver son titre au bout de 25 minutes environ de match. Et un Kevin Owens qui s'en veut, qui n'a pas l'air content.
le petit câlin quand même, mais il est pas fier de lui hein, quand Cody Rhodes veut lui lever la main de Kevin Owens pour dire regardez, il s'est battu vaillamment et Kevin Owens refuse. Le gagnant, c'est bel et bien Cody et Kevin Owens. Et il peut s'en vouloir. Il peut s'en vouloir, tout simplement. Bah oui, il peut s'en vouloir. Il peut s'en. C'est à moi là, c'est ça. Hein. Ouais, effectivement. Excuse-moi, j'aurais dû dire Giscard. C'est pas Giscard. Bah oui, il peut s'en vouloir. Non, mais c'était. Écoute, c'était un match qui a démarré piano piano. Moi, j'ai trouvé et qui a été vraiment sauvé de. En tout cas, moi, me concernant sur ces 5 dernières minutes un peu folles et cette blessure qui d'un seul coup est totalement rentrée en jeu. Avant ça, on va dire que c'est les écueils parfois. C'est pas évident hein, d'arriver à s'extirper de ce format face contre face qui est plein d'embûches un peu pour je trouve pour le téléspectateur parce que voilà, t'encourages un peu les deux, ils y vont pas non plus à fond, tu vois, il y a pas cette violence, cette intensité qui a pu y avoir dans les autres matchs de la carte. Et puis ils ont réussi à faire monter la sauce petit à petit. Et c'est vrai que cette histoire de genou a été habilement amenée dans le match tranquillou. Cody Rhodes qui a été je trouve excellent dans le selling progressif de ce genou et tu l'as rappelé le Cody Cutter qui finit par ne pas passer à cause de ça donc ça a été finalement ça a été assez prenant à suivre sur la fin parce qu'il y avait le chaos qui a manqué un petit peu dans le reste du match. D'un seul coup, on l'a senti. Wade Barrett aussi qui a bien vendu le truc aux commentaires. Le Kevin Owens toujours excellent dans l'acting dans le ring pour montrer le côté tiraillé. Il veut pas finir son pote et donc ça lui coûte la victoire. Donc bon, on va dire qu'au global, ça a fini par être assez efficace et assez prenant parce que c'est deux exceptionnels professionnels. Enfin, les mecs sont impeccables dans le ring et savent parfaitement raconter une histoire. Maintenant, voilà, il y avait... tu me diras pourquoi pas, c'était la mise en bouche du pay-per-view, donc c'est vrai que ça aurait été un main event peut-être un peu décevant, et donc tant mieux qu'il l'ait mis en opener. Voilà, ça me laisse pas un souvenir impérissable ce match, on va dire que c'était très très efficace, clairement, rien à redire sur la technique, mais le manque de suspense, plus le côté un peu face contre face, qui a jamais non plus vraiment trop décollé. J'avais l'impression qu'on était un peu sur un match de transition et qui sait, peut-être d'ailleurs y aura-t-il un angle qui va aboutir de tout ça et peut-être que la rivalité continuera sous une autre forme. Mais voilà, écoute, bien, mais pas exceptionnel, quoi. Ouais, je te rejoins effectivement. J'ai eu heureusement qu'il y avait l'ambiance dans la salle et que Oui, effectivement, l'ambiance a beaucoup joué. ouais, ça permettait de passer les 10 premières minutes qui étaient très 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 classiques. C'est vrai que dès qu'il y a eu la bascule, dès qu'il y a eu le Cody Cutter là qui a pas pu être placé, là on est parti sur une dramaturgie qui était l'histoire qu'il voulait raconter. Donc finalement, ouais, tout à fait. c'est vrai que les 10 premières minutes n'avaient aucun impact et de par ce c'est ça. Ouais. C'était un match de copains, tu vois, les 10 premières minutes. C'est ça, entre potes, ouais. Ouais. C'est c'est du catch, et puis quand il y a un move qui passe, ils se regardent, ils disent pas mal mec et tout. Ok, tu vois, ça va 2 secondes quoi. Mais ouais. Et après on est parti sur quelque chose qui était beaucoup plus intéressant et effectivement, pourquoi pas une revanche, pourquoi pas une partie 2 avec un Kevin Owens qui serait peut-être plus ouvert à la possibilité de profiter de toutes les occasions qui lui sont présentées. Derrière, on enchaîne avec la division Tag Team, puisque c'est une spécialité européenne. On défend le titre de championne par équipe de la division féminine dans les capitales européennes. Et c'est bien Jade Cargill et Bianca Belair qui vont tenter de reprendre le titre qu'elles avaient face à Alba Fire et Isla Dawn. Eh bien, elles vont réussir. Elles vont réussir à récupérer ce titre. Pas de grosses surprises, tout simplement. Elles sont plus fortes. Voilà. Il fallait pas se prendre la tête sur les pronostics dont je vous partagerai les résultats où les perfects sont tombés du ciel par milliers. Dans ce pay-per-view sans grosse surprise. Et celui-ci, il fallait pas trop se gratter la tête. Il y avait pas de triple frite. Il y avait aucune raison de ne pas redonner le titre à Cargill et Bianca Belair. On a à peine exploité la possibilité d'une mésentente ou d'un manque de connexion entre les deux.
Je dirais même pire que ça, on les a fait gagner tout en mettant en avant justement cette équipe qui se connaît très très bien hein, d'européennes, là des Écossaises, Isla Dawn et Alba Fire. On a dit voilà, ça fait 20 ans qu'elles se connaissent les filles, c'est une vraie équipe. Regardez leur moveset à deux, beaucoup de team move et tout. Et puis au Et final, regardez, ça n'a servi. ça ne sert à rien. Et puis au final, tout à l'heure arrive, le gros Ouais. coup de pied dans le gros coup de semelle dans la tronche. Et Morale de puis c'est l'histoire, il faut avoir ouais. des gros muscles, et puis c'est Il faut tout. avoir des gros, voilà, grosse entrée. Donc voilà, des gros slams placés dans tous les sens, des gros coups de pied dans la tronche. Le KOD qui n'est pas placé tout de suite, on a des coups de boule pour les bloquer, les backbreakers qui sont placés, les Swanton, voilà. Alors, les Écossaises ont pas démérité hein, ce soir. Le match était quand même était assez solide, hein, il faut le dire. Et puis derrière, le Jade Cargill qui a fait son show aussi en balançant des gros slams dans tous les sens, les spinebusters de Bianca Belair, le tag, la combinaison DDT German Suplex là pour finir, le compte de 3. On a à peine eu, je crois, à un moment donné, quelques petites mésententes, quelques manque de connexion entre Jade Cargill et Bianca Belair pour éventuellement nous faire croire la possibilité du Nil, comme on dit Ouais. de Jade Cargill et Bianca Belair, mais non, à la fin ça passe, ça gagne, et Jade Cargill et Bianca Belair récupèrent leur titre. Bon là vraiment, Jessica, il fallait pas se creuser la tête, elles sont juste carrément au-dessus, 5 étages au-dessus, les filles, il y avait aucune raison qu'elles ne Ouais. gagnent pas ce soir. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, on se demandait presque la raison d'être de ce match sur la carte, qui a pris une place. C'est vrai que les places sont chères avec ce nouveau format Made in Triple H. 5 matchs, rien de plus. Bon, moi, je te cache pas que je l'ai regardé en avance très rapide. Alors, j'ai regardé en léger différé le pay-per-view, donc c'est vrai que j'ai profité de cet avantage concurrentiel sur ceux qui l'ont regardé en direct pour avancer les longueurs. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même c'était pas fantoche, hein, mais bon, c'est vrai que le catch par équipe féminin, c'est peut-être pas ma tasse de thé. Bon, après c'était J'ai assez trouvé condensé, quoi, pour la peine, ça durait une dizaine de minutes. ouais, c'était assez condensé. En effet, je dirais presque, écoute, que nos chères écossaises ont pas démérité, mais comme tu l'as dit, finalement, voilà, faut pas trop se creuser la tête. Elles ont été over vendues aux commentaires comme étant une équipe de vétérans, et puis finalement, en fait, voilà, les deux autres, elles sont ensemble depuis 2 mois et puis elles les écrabouillent. Ouais. C'est un peu faiblard, quoi, mais bon, c'est dans la digne lignée, on va dire, de ce qu'il faut avec cette ceinture. Donc voilà, elles reprennent la ceinture, comme on se dit depuis 2-3 mois avec elles. Bah en fait, on attend juste qu'elles se retournent l'une contre l'autre et qu'elles se tapent dessus. Voilà, maintenant, moi j'aurais préféré avoir un petit Open Challenge pour le titre US ou une autre ceinture, je sais pas, mais sur la carte. Mais bon, c'était un peu l'intrus de la soirée pour moi. Oui. Ouais, effectivement, un peu un truc. Bah oui, mais visiblement, les places sont chères, mais pas si t'es dans la division tag team féminine. Hein. Ouais, Elles ont ça c'est droit vrai à que un ça marche match. à chaque fois. Hein. Donc c'est vrai qu'on peut se gratter la tête. On peut se gratter la tête. Hein. Bianca Belair, Jade Cargill, elles ont pas forcément le vent en poupe en ce moment. Toi, elles sont un peu c'est un peu de côté. Elles sont toujours une grosse ovation du public. Ça marche toujours, mais de là à avoir une place en PLE, on peut se poser des questions. À part le fait qu'il y ait des Européennes dans l'équation, je vois pas trop Ouais, je effectivement fais pas trop le délire là. quand tu vois qu'à côté de ça, les titres tag team masculins Ouais. peine à exister, alors qu'on a des champions tout chauds là avec la Bloodline qui n'étaient pas au programme, euh, qu'on a Finn Balor et JD et le Judgment Day qui sont chauds bouillants. On a presque oublié qu'ils avaient les Mm. ceintures. C'est vrai que c'est Ouais. un petit peu dommage. Ouais. Ah, voilà. Malgré tout, moi j'ai trouvé le match peut-être le meilleur match de division tag team féminine Oui. qui a été Ouais. proposé depuis que En effet. cette division existe. C'était simple, C'est vrai qu'à ouais. efficace. À Voilà, ce des bons. compte-là, j'aurais bien échangé, tu vois, soit LA Knight, Ludwig Kaiser, ou alors s'il voulait du catch féminin, moi ça m'aurait pas choqué par exemple de voir le street fight entre Nia Jax et Michin en petite respiration de pay-per-view, ça pouvait Mmh. se défendre aussi, hein. Ouais. C'est vrai que ouais, ces ceintures tag team, c'est commence un peu à me courir sur le haricot là, mais Oui, je bon. demande comme tu dis, on se demande à quoi on va en venir. Moi, enfin voilà, je vais être honnête. Dans les pronostics, bah j'étais plus sûr de ce que j'ai pronostiqué. J'avais pronostiqué bêtement hein, que les Écossaises allaient garder, mais voilà, j'ai pas voté avec la tête.
en me disant mais à quoi bon redonner ce titre-là à Cargill et Bianca Belair, on va repartir à zéro. Bah finalement bah oui, c'est Ah évidemment ouais. qu'on va Oui, oui, repartir à voilà. zéro. Visiblement ça ne pose pas de problème en interne, donc Non, écoute, non. faut vraiment arrêter de se prendre la tête. Bon, Oui. dès qu'ils se prennent la tête, par contre, c'est un autre Écossais, Drew McIntyre, qui en a marre de CM Punk, le Chicagoan, au point que malgré sa victoire à SummerSlam, eh ben, il n'a pas pu s'empêcher d'accepter le challenge de CM Punk dans ce match, un strap match, un match de ceinture, un match qui consiste non pas jusqu'à à faire un tombé ou à soumettre ton adversaire, à l'étrangler jusqu'à ce qu'il s'endorme. Non, 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 il faut taper 4 fois d'affilée dans les Et coins du oui. ring. Eh oui, Alors, dit, est-ce que dit, c'est dit marrant, je comme sais ça. pas si ça t'a fait cet effet, mais en fait, j'avais complètement oublié moi cette stipulation. Je ne savais plus. En fait, je l'ai redécouvert au moment où la cloche a sonné. Tu sais, j'ai vu les petits lampions sur les sur les quatre coins du ring. Je me suis dit ah mais oui. En fait, j'avais confondu quand il l'avait annoncé à Raw et la stipu et tout. J'avais confondu ça avec le bull rope match là, la corde Ah oui. de avec la cloche là, le match de Dusty Rhodes là, et de Cody, Hum. où en fait juste les mecs sont attachés, mais c'est un match de catch classique quoi. Et j'avais oublié cette histoire des quatre coins du ring. Et, je me suis dit ah ouais c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est un peu con ce truc là. Ouais, ouais, ouais. Alors effectivement, ça faisait, j'ai l'impression que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu Ah ouais, non, ce je sais pas. D'ailleurs, stipule-là. peut-être, c'est possible, hein. Ouais. Ah oui, oui, moi j'ai pas je sais, enfin j'en ai déjà vu des matchs comme ça. Oui, oui, oui. Surtout comme tu dis en voyant les LED là apparaître. D'ailleurs, c'était pas super visible, je crois pour la Ah rouge, non, c'est la les couleur ampoules rouge, rouges. c'est la couleur rouge, c'est chiant. Ouais. Ouais, ouais, donc vous voyez pas forcément très bien. La petite chose intéressante, c'est qu'effectivement, il faut taper sur les quatre coins du ring sans que ton adversaire, lui, ne ait le temps de taper pour ce qui annulerait de facto ta série en cours. Donc, il faut vraiment réussir, voilà, à neutraliser ton adversaire tout en te le Ouais. trimballant parce que la ceinture est courte et aller taper dans les quatre coins du ring. Donc, eh ben, il faut un petit peu, fatiguer ton adversaire jusqu'à ce que tu puisses avoir la liberté de taper sur les quatre coins du ring. Donc c'est parti entre CM Punk et Drew McIntyre. Alors, Drew McIntyre qui bondit sur CM Punk avant même que la cloche ait sonné. C'est parti, ça se balance dans les escaliers, dans la table des commentateurs. C'est le gros bordel. CM Punk est mis à mal par le Drew qui l'attache en plus pour le tabasser. On va finir par réussir à commencer le match, mais entre-temps, voilà, on a eu des neckbreakers qui sont balancés, on a eu un futur choc DDT qui est contré alors qu'ils sont sur la table des commentateurs. McIntyre qui balance CM Punk contre une chaise qui était dans le coin. C'est le gros bordel. On continue on va tenter, on va commencer un petit peu à tenter à toucher les lumières, mais ça ne passe pas. On revient pour placer la Claymore. McIntyre qui, après avoir placé son Claymore, qui parvient à allumer 3 petites ampoules, des petites LED là, très écologiques, des petites LED basse consommation, des ampoules basse consommation. Mais CM Punk est toujours là et il le chope. Et il lui balance la tronche contre la chaise qui avait été placée dans le coin du ring par l'Écossais. McIntyre balance CM Punk à travers une table à l'extérieur qu'il avait placée juste avant. C'était un spot très sympa parce que la table, je l'avais un petit peu oublié. Et ça, c'est plutôt cool. Et CM Punk, l'Écossais qui va alors transporter Phil Brooks sur ses épaules. C'était une belle image aussi. Il le Ouais, c'est transporte vrai. comme ça et il va taper sur les quatre coins du ring. Mais ce petit malin de CM Punk, à chaque fois, il tape sans que l'Écossais s'en rende compte sur les turnbuckles, ce qui annule de facto. Alors non, justement, ça n'annule pas ça. C'est-à-dire que les deux comptent. C'est ça qui était. Alors, Les deux lumières restaient allumées en fait. Donc ouais, mais c'était le là, il y a eu premier un qui touchait la dernière. Ouais, mais là, il y a eu un petit bug, je pense. Ah non, c'était vendu comme ça. Hein. En fait, ce qui annule le compte de l'autre, c'est quand tu stoppes le. C'est vrai que Michael Cole arrêtait pas de le dire. C'est quand tu stoppes le momentum en fait de l'autre. Donc c'est quand tu lui colles une baigne et qu'il tombe quoi, en quelque sorte. Mais du coup, les deux comptes, et c'était le petit truc de filou, c'est que les deux comptes tournaient, donc ils étaient à 3-3.
Et c'est le dernier qui touchait le quatrième qui l'avait là. Donc c'était Ah ok. tendu. Ah bah là, Eh, écoute, tu résous, voilà, tu résous je résous l'équation. une équation, un sac de nœuds là que j'avais, parce que moi ce que j'avais compris, c'est vraiment si tu touches un turnbuckle qui a été activé par ton adversaire, ça désactive toute la série de ton adversaire. Mais là, tu me dis que Et non, en non. fait. Et Ah non. d'accord. Et non, non. Alors c'est très Oui, alors le du coup c'est un peu à momentum, c'est l'appréciation de l'arbitre. ah, d'accord. C'est dès que celui qui est en train de lancer une série, voilà, a son momentum arrêté, donc il tombe parce Ah que d'accord, donc voilà, il y a... l'arbitre, je n'ai pas prêté attention, mais genre l'arbitre faisait un Donc petit signe oui, c'est l'arbitre pour... qui dit stop, fin de série. Ouais, ouais, il Ah disait, ouais. tu Ah avais bah une l'arbitre. Il bonne était là que raison de pour ça. Hein. regarder le match une nouvelle fois alors, parce que Il était là que pour ça, l'arbitre. Hein. De toute en façon, sach... Ah bah toi écoute, effectivement, donc oui, effectivement, il parlait beaucoup de momentum, de ouais, momentum. c'était Bah ça. toi, j'étais pas le seul à avoir mal compris. Je peux peut-être Non, un peu après, on va fou. pas se mentir, hein, c'est difficile. Enfin, c'était un peu dur à suivre au début, Mais l'histoire de ça momentum. explique parce que je ne comprends. Je me dis mais ah là là, gros bug, ça devrait pas faire ça en fait. Mais ça explique pourquoi effectivement toutes les lumières étaient allumées. Ouais. Ah Non, mais ouais, si tu re-regardes le match, tu verras, il y a par moment, tu vois, bon, au début du match notamment, il y a Drew qui en allume une, et elle reste allumée pendant tout un moment, et puis au bout d'un moment, il hop, y a elle CM s'éteint. Punk qui finit par lui Ah coller, ouais. un coup de pied, et t'as l'arbitre qui, tac tac, qui fait signe au mec sur le côté, hop, tu peux éteindre, c'est bon, fini, fin de série, quoi. Ouais. Ah ouais, ah c'est intéressant. Ok, c'est intéressant. Ouais. Bah, ça explique. Ça rend cette séquence encore plus excellente parce que c'est vrai que c'était Ah oui, très très oui, drôle. là, c'était un truc de malin, ça. Le sharpshooter qui est placé par CM Punk, mais avec Drew McIntyre qui tape. Et oui, alors, et puis tape bien, hein. Ouais. Il tape bien. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Peut-être que ça évacue la douleur. Peut-être ouais, ça Peut-être. adoucit la douleur. Voilà, on tente une fois de plus d'allumer les petits lampions. Là, maintenant, vous connaissez comme moi, vous avez compris les règles, comment ça fonctionne. Et c'est parti avec le bracelet qui. Attends, c'est McIntyre qui récupère le bracelet qu'avait récupéré CM Punk, je crois. Il y avait une histoire comme ça, Ouais, ou je sais plus. Ouais. C'est ça. Le JTS qui est placé, et là, CM Punk, bah, il va faire la tournée des JTS et la tournée des turnbuckles, hein, jusqu'à tout il va simplement. distribuer, là. Voilà, Ouais. une lampe allumée, un JTS placé. Hop, une lampe, un JTS, une lampe, un JTS. Et à C'est les la promos. fin, c'est trop beau, c'est trop beau. Et à chaque fois, il hésite, en chaque fois, et entre deux comme ça. Et on pourrait se dire, vas-y, va allume tes lampes. Mais non, à chaque fois, il se dit, ce Drew McIntyre, il va se relever, il va revenir là comme un beau diable. Et puis aussi, ça fait plaisir de placer un beau JTS dans la tronche de l'Écossais. Donc à chaque fois, il va placer un JTS. Et puis à la fin, tu perds le bracelet une bonne fois pour toutes avant d'aller toucher le quatrième turnbuckle. Et donc, vous validez cette victoire au bout de 20 minutes d'un match assez violent quand même, malgré tout. Hein. C'était un match assez dur, voilà, où les hommes se sont mis bien sur la tronche. CM Punk, il a fini la tête bien amochée. C'était plutôt un match assez costaud, assez solide et assez malin. Maintenant qu'en plus j'ai compris comment ça fonctionnait rétroactivement, le match est encore meilleur. Je comprends pourquoi notre ami Raphaël a tellement kiffé ce match. Bon, nonobstant le fait que c'est un gros marque absolu Oui, de CM ah Punk. oui, oui, c'est plus la marque. Mais bon, je comprends un petit peu mieux. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette stipulation que même toi, tu avais un petit peu oublié, finalement? Ah ouais, j'avais complètement oublié. Bah écoute, j'avais un peu des doutes au début du match, parce que parce que c'est vrai que quand je me suis rendu compte que c'était ça, je me suis dit ah putain c'est quand même. Enfin, je regardais des souvenirs justement, c'est Hmm. compliqué à suivre, c'est un peu le bordel et puis en fait c'est juste, en fait les doutes ont été très vite dissipés. Parce que j'ai beaucoup aimé le début de match où en fait voilà Drew McIntyre il dit allez c'est bon fin de la récré, il lui saute dessus et tu sais que tu comprends assez vite que ok on va avoir un gros brawl là, et que finalement ce strap match c'est juste un prétexte pour se cogner dessus encore plus fort, avec ses coups de lanière là il l'a beaucoup fouetté en début de match là c'était terrible. Donc non écoute j'ai trouvé qu'ils avaient très bien utilisé cette stipulation justement ils se sont assez vite défaits on va dire du côté un peu brouillon de la stipu pour juste rentrer dans un ODQ
bien stiff et saupoudré voilà de petits moments d'originalité et de brillance offerts par la stipulation avec voilà des petites filouteries comme t'as dit et puis d'autres moments plus classiques de la stipu qui marchaient pas trop mal. Donc non c'était top. Assez impressionné j'avoue par CM Punk qui est pas pour le coup moins marque de CM Punk que Raphaël clairement, mais j'ai trouvé, bah écoute, il en a encore dans le calbut, CM Punk, hein, il y va franco. C'était un match de costaud clairement et c'était un match où il semblerait que ce soit dans le booking ou même lui avait à cœur de faire jeu égal avec le colosse écossais et contrat rempli parce que c'est vrai que tu sors de là, tu te dis ouais CM Punk et d'ailleurs je pense que c'était tout le but aussi hein, de ce match, c'est de se dire ouais en fait CM Punk il est pas finito et ça a bien rempli cet objectif là j'ai trouvé donc super taf des deux hommes et c'est vrai qu'à ce moment-là je me dis ouais ça y est là moi j'étais rentré dans mon PLE là avec ce premier match tranquillou sérieux mais tranquillou et puis bon les filles qui clairement n'ont pas élevé le niveau. Là, tu te dis, ok, là, ça y est, ça commence à tabasser. D'ailleurs, globalement, dans l'arène, tu sentais hein, que l'ambiance montait crescendo. Donc, ouais, super taf. Ouais, franchement, très beau taf. Belle. Ils ont bien ressuscité cette stipu, j'ai trouvé, tout en donnant, bah voilà, un magnifique piédestal à CM Punk pour officiellement relancer, on va dire, son run à la WWE. D'ailleurs, ils se sont pas privés de dire, voilà, c'est sa première victoire depuis en PLE là depuis plus de 10 ans. Bah voilà, c'était l'impression que ça donnait. Tu sentais que c'était une sorte de réinstitution du CM Punk qui est là pour compter quoi. Ouais, effectivement, oui, c'était un match très important hein. À SummerSlam, voilà, il était reparti avec une défaite pour son grand retour. Là, je dirais même par rapport à son match à SummerSlam, c'est le match peut-être ouais, qui marque vraiment le retour de CM Punk Ouais. à la WWE et surtout en mode, il n'est pas venu pour faire de la figuration, quoi. Voilà, Il est exactement. venu pour offrir son corps et son âme à la science, pour le spectacle, et il va, comment dire, pas de traitement de faveur, quoi. Tu vois, il va se salir et C'est ça, se mettre exactement. à niveau des nouveaux standards. Hein. Et Drew McIntyre est le nouveau standard à la WWE. Et c'est vrai que c'était un match impressionnant qui a bien joué avec la stipulation. Ils se sont mis bien sur la tronche, un bon storytelling à la fin. J'ai trouvé en plus avec ce bracelet là qui était voilà cette séquence où il va voilà récupérer le bracelet avant de valider la fin du match, parce que c'était ça aussi qui était important pour CM Punk. Donc c'était vraiment un très bon match, et à ce moment-là, tu l'as dit, on est rentré au cœur de l'action, la foule est en délire, et on va pouvoir passer tranquillement, mais sûrement, dans la suite de la carte, avec donc le quatrième match de la soirée, qui voit tout simplement Dominic Daddy-Dom et Liv Morgan affronter les jumeaux terribles, les Terror Twins, Damien Priest et Ripley, alors qui embrassent complètement cette nouvelle appellation, hein, Ah puisqu'ils oui. ont même des stickers et tout, et puis ils font leur entrée, leur pause en commun. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule, hein. Ouais. Ce duo-là, franchement. Il y avait de l'aura, comme ils disent. Ah Là, ouais, c'était ouais. Aura plus quelle mignon. entrée, quelle entrée. Et puis alors, tu sens que, ouais, comme tu dis, ils en jouent à fond. Hein. Surtout Rhea Ripley, hein, qui est, bon d'ailleurs, qui était, je pense, pas loin du level de star attitude des deux qu'on verra en main event derrière, mais c'était une des très grosses stars de la soirée. Hein. Le public l'adorait à Berlin. Ah bon, au point que c'est elle qui a failli faire perdre le record de la France en termes de décibels. Eh ben oui, franchement, pas loin. Et d'ailleurs, c'est pas innocent. Ils l'ont fait rentrer en dernière. Tu vois, par exemple, Liv Morgan, elle n'a pas eu le droit à son entrée. Hein. Elle est rentrée avec le theme song de Dominique Mysterio et du Judgment Day plutôt. Tandis que eux, les deux autres, ont bien eu leur thème séparé parce qu'ils savaient que de toute manière, Rhea Ripley allait avoir une pop stratosphérique, donc il Il y fallait avait qu'on les ait. chants We Want Mamie, voilà. Même Ah, Damien Priest, très intelligemment, a joué le jeu. Il a pas ignoré bien les sûr. chants et il a fait, ouais, ok, vous voulez Mamie, bah voilà, je vous la donne. Et c'est parti pour le tag.
Donc oui, on sait qui est la méga star, mais Ah oui. voilà, le duo, il est complètement Ouais, fou. le duo marche bien. Ouais, le duo Ouais. marche très très bien. C'est legit, les deux sont bien, sont tous les deux des grands, des sacrés spécimens physiques, hein, mine de Ouais, rien. ouais, ouais. Euh, L'uniforme leur va bien, quoi, hein, le look et tout, dark, tout en cuir, là, franchement, c'est très, très, très naturel. Puis ils ont un moveset assez incroyable, et puis surtout, on a envie qu'ils détruisent, tout simplement, les deux petits cons qui sont en face, là, Daddy Dom et Morgan. Daddy Dom. Ouais. Oh, le Exactement. mec, alors il bouffe tout, voilà, les Terror Twins, ils bouffent tout, mais en face, on a quand même, voilà, Daddy Dom, c'est extraordinaire, Liv Morgan, elle s'est mise complètement à la page, de façon très naturelle, rejoindre Judgment Day, c'est pareil, hein, elle est, cette année-là, ça va être Liv Morgan, c'est banco. Donc bon, évidemment, ils vont tenter à tout prix de fuir un petit peu, tenter des distractions à plusieurs reprises, de faire des tags, voilà, quand ça les arrange pas, parce que c'est un match tag team mix, donc hein, voilà, on n'a pas du intergender encore, hein, c'est homme contre homme, femme contre femme, mais on a notamment à un moment donné, plusieurs reprises, Liv Morgan qui quitte, voilà, qui fait le tag à Daddy Dom, et Daddy Dom il a pas trop envie de rentrer, quoi, alors qu'elle elle est là, non mais vas-y. Daddy Dom. J'adore t'entendre dire Daddy Dom. Et pareil, Daddy Dom qui va faire le tag, voilà, le pleutre Ah ouais. pour s'échapper. Voilà, on a des beaux moves dans tous les sens. Voilà, des Broken Arrow placés par le grand Damian Priest. Rhea Ripley évidemment quand elle entre, c'est pour nettoyer la baraque sous les vivas allemands de la Uber Arena. Daddy Dom qui va tenter de se réconcilier avec Rhea Ripley, avec Mamie, il va dire Oui. excuse-moi, pardon. Et il se Euh, bouffe, mais de close line de l'enfer. Il se fait tordre dans tous les sens. Liv Morgan est obligé d'intervenir pour arrêter voilà, la mise à mort qui était à ce moment-là. Et c'est parti, on reprend une tentative un peu du Judgment Day là, de reprendre la main. Liv Morgan se bouffe un énorme coup de semelle là, dans la tronche. C'est difficile hein, pour eux de survivre à tout ça quand même. Le oui. Razor Edge qui sont balancés. Évidemment, la cavalerie arrive avec Carlito et Jelly qui permet à Liv Morgan de reprendre un peu le momentum avec une belle powerbomb, la Sunset Powerbomb balancée là contre Oui. les barricades qui était bien fichue là, j'ai bien aimé. Hein. En fait, Jessica, j'ai trouvé que là, cette intervention du Judgment Day m'a rappelé les grandes interventions de fin de match du Ah, Judgment Day qu'on a. j'allais te le dire. Ah ouais. Ouais. Notamment celle qui leur avait permis de récupérer le titre face aux Canadiens tag team. Voilà, Absolument. là, on Absolument. a eu une belle, voilà, des yens qui arrivent, mais ça part dans tous les sens. Il y a de la petite stratégie qui est balancée. Ça part dans tous les sens. C'est très malin. Il y a un vrai momentum qui switch là, qui retourne du côté de la faction. Le 619 qui est placé par Dirty Dom, le saut de grenouille, mais Liv Morgan qui n'arrive pas à placer son finisher derrière le codebreaker qui est balancé. Un beau codebreaker en mode springboard hein, depuis les Oui. cordes là qui est lancé sur Rhea Ripley. C'est sale, mais ça passe. Et derrière, c'est le carnage. Hein. Oui. Mais Damien Priest revient et Dirty Dom va sauver son poteau Balor qui était pris aux mains de Damien Priest. La grosse close line en échange sur Dirty Dom, sur Daddy Dom et derrière Rhea Ripley qui place le Riptide sur Liv Morgan pour le tomber. Un quart d'heure de match, victoire des Terror Twins qui ont nettoyé la cavalerie. Voilà, le Judgment Day n'a pas suffi là pour mettre à mal les Terror Twins, les jumeaux terribles. Mais c'est que le début, mais quel début. Là, franchement, ça partit dans tous les sens. C'était violent quand même. Eh ben oui, c'était super violent. Ouais, alors petite, enfin en effet, alors tu t'as dit le code breaker très sympa de. Moi, je pense que tu dis code breaker parce que c'est d'ailleurs les commentateurs qui ont dit code breaker. J'étais un peu déçu de Michael Cole qui disait code breaker parce que si je ne m'abuse, c'était elle l'a placé par derrière dans le dos et Ouais. pas devant, ce qui pour le coup est le code breaker, alors que par derrière c'est plutôt un backstabber et je pense que c'est plus
parce que c'est le move de Carlito qu'elle a fait Ouais. Non, t'as raison. le backstabber, mais c'est l'erreur de Michael Cole en effet. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais Ouais, en c'est tout vrai que cas, j'ai repris les fiches de tu Michael as et du coup. tu as repris les fiches de Michael. Je sais. C'est pour ça que je t'excuse Mais tu as largement. raison, il faut corriger Euh, Michael, mais Michel. Michel Cole. Mais non, mais ouais, écoute, quelle violence, quel match. Écoute, tu fais bien. Voilà, tu m'ôtes les mots de la bouche. Je comptais en effet lors de cette analyse, voilà, faire référence aux grandes interventions de Judgment Day parce que c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. C'est tout ce que j'aime moi avec le Judgment Day aussi. C'est je trouve ils ont une façon d'interagir et d'intervenir dans les matchs qui est super bien foutu à chaque fois. Ouais, un pack de hyènes organisé, une sorte de chaos organisé en fait. Hmm. C'est jamais gênant ou mal fichu. C'est toujours toujours très très bien exécuté. Chacun a son rôle. Les distractions sont toujours originales et organiques. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Donc c'était l'impression que ça donnait et ça a semé le doute hein, parce que c'est vrai que moi j'étais assez convaincu de la victoire des Terror Twins qui a fini par arriver. Mais justement ces interventions sont souvent tellement bien exécutées que t'es là, tu te dis mais comment les gentils vont-ils s'en sortir et tout ça a été très très bien mis en scène pour que, un peu à la manière de ce qu'on disait sur aussi le match d'avant, qui pour moi avait été vraiment construit aussi pour bah voilà remettre l'église CM Punk au centre du village WWE. Là, on sent qu'aussi c'était un match pour totalement voilà asseoir cette nouvelle tag team intergender qui marche extrêmement bien, qui a été brandé en veux-tu en voilà, hein, les Terror Twins. Maintenant, on mange le nom à toutes les sauces. Et c'était voilà, c'était aussi le match pour vraiment asseoir ce duo et la domination physique et charismatique de ce duo. J'ai trouvé que tout était vraiment extrêmement bien écrit pour eux, pour ce triomphe final qui a été très jouissif, qui a été vraiment, je trouve, le premier, ouais, le premier grand moment de ce pay-per-view, cette victoire finale. Il y avait eu évidemment le triomphe de CM Punk juste avant, mais quand même, là, je sais pas. Là, encore une fois, on continue. Il y a une gradation là qui, je trouve, à ce moment de l'émission, qui est très agréable et qui est vraiment ouais le triomphe des gentils, le duo. Liv Morgan, tu l'as aussi rappelé, Liv Morgan, Daddy Dom, qui est super efficace, enfin genre qui est juste extrêmement efficace au sens vraiment voilà heel catch du terme. On prend du plaisir à les voir se faire éclater la tronche. Ils sont détestables au possible. C'est très très bien. Bravo. J'en profite parce que c'est vrai que Liv Morgan a rarement reçu des compliments de ma part, mais il faut reconnaître que ce run là de girlfriend détestable et psychotique là, je trouve est vraiment très très bon. Elle fait du super boulot avec Dominique Mysterio. Et donc, bah écoute, ouais, voilà, j'en attendais pas grand-chose de ce match et j'ai été totalement transporté. J'ai trouvé que c'était à ce moment-là de la soirée, en tout cas, vraiment le meilleur match de la soirée, ultra kiffant. Ouais. Ouais, bah, tu l'as dit, on monte d'un cran, c'était super bien écrit, on a presque cru à l'impensable, et Ouais, puis on y a finalement presque non. cru. Ouais. Ah ouais, non, c'était bien fichu, et puis on repart. Et puis voilà, ce dernier face-à-face avec ce Finn Balor, Damien Priest qui s'annonce aussi, Liv Bien Morgan sûr. bah, qui va forcément devoir se défaire de Rhea Ripley là, qui a fait le tomber, et donc bah, on imagine déjà facilement un beau programme qui va s'écrire. Donc bah, c'est un nouveau chapitre hein, à la manière des grandes heures aussi de la Bloodline. C'est voilà des Absolument. grands chapitres à chaque fois qui se terminent et de nouveaux qui commencent avec bah, des protagonistes. Voilà, on change un truc et puis ça repart pour 3 mois, pour 6 mois. Donc ouais, vraiment un super excellent match qui nous emmène directement vers le main event. Alors là, par contre, là c'est du costaud, là c'est du lourd. Attention. Et oui, puisque on a tout simplement la vipère Randy Orton qui arrive en territoire, alors pas si hostile que ça, Non. il faut l'avouer. Randy Orton qui a un tel charisme et qui a une telle pop auprès des fans que même bah, les fans allemands, qui ne sont pas des fans autrichiens aussi, c'est peut-être, ouais, il fallait dire, hein, Gunther est Et puis, autrichien, il hein, faut quand dire même. que Randy Orton est tout de même 70% allemand aussi, donc c'est vrai que c'est important Non, mais de tu le sais rappeler. qui est 70% allemand? Non. Nia Jax. Ah bon? Ouais, même, enfin 50%. Sa mère est allemande.
Ah, 50%, ok. Ouais. Et Ouais. sauf si j'ai loupé un truc, je ne crois pas qu'ils en aient du tout fait allusion lors de leur virée à Berlin. Ah non, Donc, bah non, non, sans doute pas, parce que comme c'est une méchante, je pense qu'il voulait peut-être pas trop ouais, c'est ça. mettre le doigt dessus. Non, mais parce que je fais référence pour ceux qui ont pris du plaisir à regarder le kick-off show, le countdown to Berlin, Randy Orton lors de sa prise de micro sous le Ouais. soleil berlinois du vendredi avait dit au public qu'il avait fait un test. C'est le truc qui était très à la mode, il y a genre 2-3 ans, maintenant plus Ah trop oui. là. Il avait fait un test ADN en envoyant sa salive sur ancestry.com là. Et, et en fait, il avait découvert qu'il était 70% allemand et que ça expliquait pourquoi il aimait boire de la Heineken et manger des saucisses devant. Il avait dit ça devant le public et je dis c'est vraiment des promos de ricains. Genre, ils se disent ouais c'est bon. Donc bon bref, voilà, Aïe, c'était aïe, le aïe, petit aïe, truc aïe. du kick-off. Bon, Ludwig Kaiser, lui est venu faire la saucisse de Gunther, puisque c'est lui qui fait l'introduction en bonne et due forme du ring général, hein, Gunther, le Ah oui. champion du monde poids lourd. C'est une très 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 belle introduction par Ludwig Kaiser. Les chants commencent voilà, un petit peu à monter là, Gunther, Gunther. On a aussi donc après Randy Orton donc, qui est là, le face à face entre les deux hommes. Et puis des fans qui, si au début les fans sont beaucoup pour Orton, plus le match va avancer, plus les chants aussi voilà pour Gunther vont être là. Donc un match qui est dans une grosse ambiance entre les deux hommes avec un public qui est totalement à fond dans ce duel. Ça va mettre du temps d'ailleurs à commencer, hein, à tel point que Randy Orton va participer à la Ola. Il y a Oui. une Ola qui va être lancée. Même nous, on n'avait pas osé. Hein, voilà, la Ola qui est lancée. Donc Randy Orton qui habilement va réussir à éteindre la Ola en participant à la Ola. Donc ça, c'est le vétéran qui parle. Voilà, le chef, tout simplement. Il est L'ancien qui a malin, il est malin. l'expérience. Ouais. C'est parti, ça se balance, ça attaque les bras avec Randy Orton qui va tenter de briser, voilà, d'abîmer le bras de son adversaire. On balance dans les escaliers de fer. Orton qui va balancer plusieurs fois son adversaire sur la table des commentateurs. Tentative de sleeper par Gunther qui ne passera pas. Pour l'instant, on verra qu'à la fin du match, ce sera une autre histoire. On tente des tentatives d'étranglement, on va dans le dur hein, directement, on tente tout simplement d'étrangler, de tuer hein, son adversaire, des gros clotheslines qui sont balancés, les power slams pour le compte de 2 de la vipère, des belles superplesses là qui sont placées, ça se fout des tronches ça fout des torgnoles dans la tronche pardon, le hanging DDT, hein, le DDT depuis les cordes de Randy Orton, et puis les chants RKO qui s'envoler depuis la Uber Arena, voilà, le voisinage, tout le quartier commence à comprendre que quelque chose d'important est en train de se jouer dans l'arène, des dropkicks, et puis et le frog splash de l'Autrichien, voilà, qui reste agile malgré son gabarit, hein, il n'a pas peur de monter sur les turnbuckles, la power bomb qui est tentée, mais ça ne place pas puisque bah voilà, il a mal au bras ce Gunther et donc il n'a plus toute sa puissance de l'avant-bras hein, qu'on connaît tous hein. Quand tu vois cet Autrichien tu fais oh lui les avant-bras très puissants et ben non ce soir eh bien ça lâche va-t-il réussir à battre la vipère et un RKO qui va justement être replacé puisque après avoir tenté une deuxième fois de placer une powerbomb eh bien Randy voit une opportunité et il place un RKO out of nowhere mais ça ne suffit pas Giscal, Et oui. incroyable, simplement Ça, deux, simplement zwei Ils sont pour pas la nombreux, vipère. hein, je pense, à Et ils avoir sont pas capté ça. nombreux. La liste se compte sur les doigts de 2 mains, probablement, ceux qui ont Ouais. réussi à se relever des RKO. Je crois que j'avais vu un jour une liste qui était plus fournie que ce que j'imaginais, mais bon, sur une carrière de 20 ans, c'est quand Oui. même pas mal. Hein. En tout cas, Et l'Autrichien, lui, se 180 relève. matchs de pay-per-view. Ouais. Ouais, record, ouais, effectivement. Le fameux screenshot Le de fameux Giscal, screenshot. si vous ne l'avez pas vu, est toujours disponible sur Discord. Sur Le le lien est Discord. dans la description. Il en est fier de son gros screenshot. Hein Ah, Allez, j'adore mon c'est screenshot. parti. Orton qui balance plusieurs fois son adversaire sur la table. Hein, le RKO qui est bloqué. Et puis derrière, on a voilà les tentatives d'endormissement, les sleepers qui sont placés 1-2 fois. Et puis finalement, tout ça va arriver à l'inéluctable, tout simplement.
Randy Orton va s'évanouir. Voilà, il s'évanouit après genre 5 minutes d'étranglement intense et des coups de coude sur la tronche histoire de vraiment assommer le gars. Notre ami Gunther, je dis notre ami, vous n'êtes peut-être pas amis, moi je suis ami avec Gunther, donc ça je me permets. Gunther, oui, moi je t'expliquerai plus tard. Gunther, donc qui remporte et conserve son titre. Cette fois-ci, c'est fait. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de scandale. Gunther a bel et bien battu Randy Orton dans un match qui a duré plus d'une demi-heure. Grosse victoire, grosse première défense de titre, hein, mine de rien. L'Autrichien qui se défait d'un futur Hall of Famer. La vipère s'est endormie, tout simplement. La vipère fait dodo. Le serpent a fermé ses paupières et c'est bel et bien Gunther qui repart champion de Berlin jusqu'à là. Eh oui, incroyable. Quelle victoire, quel triomphe du ring général. Main event monstrueux, épuisant. Hors norme, ouais, c'était un match assez exceptionnel. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une masterclass des deux hommes. Et j'ai envie quand même notamment, alors je sais pas, il a pas besoin de ça, mais de saluer quand même Randy Orton, parce que bon, c'est quoi, 42, 43, je sais pas, il revient de son opération là. Il est capable, lui aussi, hein, c'était d'une certaine manière, c'était aussi peut-être une manière de montrer, hein, regardez, je suis encore capable d'envoyer du lourd quand même, parce qu'il a donné sans compter, mais lui pour le coup, il était vraiment au service de Gunther. Enfin, c'est ce match quand même, et puis c'est vrai que le kick out du RKO et puis la victoire sur par soumission quand même. Enfin, il a pas de tap out, ça c'est le grand truc des faces, hein, de toute façon ils abandonnent pas, ils s'évanouissent, mais c'est quand même, quoi qu'il arrive, une victoire qui marque les esprits, parce que le mec a quand même battu Randy Orton sur soumission, et c'est vrai que ça m'a fait, c'est sur le moment, je me suis dit putain, c'est ouf. Enfin, Gunther, on savait, hein, qu'il était dans les petits papiers, mais c'est vrai qu'il lui donne tout, quoi. Enfin, Gunther, c'est vrai que je m'étais fait la remarque, je sais plus, il y a quelques temps où c'est pareil, il écrabouillait tout le monde à Raw quand il était champion intercontinental. Il lui avait envoyé dans le paletot, je crois qu'il avait justement soumis, il soumettait à tour de bras quasiment tous les top face du roster. Je crois qu'il lui avait même donné Jey Uso à un moment à manger. Enfin, ils lui ont. C'est vrai que tu as l'impression que et c'est pour ça aussi que cette victoire est très impressionnante, et je pense va compter aussi dans le build de Gunther et dans l'imaginaire qui maintenant suit ce champion. C'est que il est c'est l'archétype vraiment de la victoire qui te construit, quoi. Désormais, quand tu bats Randy Orton en main event de PLE comme ça pour le titre mondial poids lourd, après 30 minutes de combat, et que tu l'endors, c'est le genre de victoire, maintenant les gens vont toujours l'avoir dans un coin de leur tête. C'est Gunther, ouais, il est là pour compter pour les années à venir, et il est très très fort, et il peut quasiment battre tout le monde, quoi. Et je pense que c'est d'ailleurs exactement l'effet recherché pour ce match, qui s'inscrit en ce sens un peu dans la digne lignée des deux précédents. C'est vrai que c'est un peu l'angle que j'avais utilisé pour les deux matchs d'avant. Voilà, il y avait réinstaurer CM Punk, installer les Terror Twins, et définitivement entériner Gunther. C'est vraiment le triptyque, le trio là de ces trois gros matchs qui ont pleinement rempli leurs objectifs de manière à chaque fois spectaculaire et très différente, chacun. Et j'ai trouvé que ce main event était juste au-delà de l'ambiance qu'a mis la foule, qui était haletant, passionnant, l'aura, la carrière et juste la forme de Orton faisait que ce match, à certains moments, on pouvait se poser la question. Donc forcément, dès qu'il y a ce petit suspense, dès qu'il y a cette petite once de doute en plus dans un match, ça le rend forcément aussi beaucoup plus sympa à suivre. Et tout ça a très très bien fonctionné. Et bravo encore une fois aux deux hommes, un bravo spécial quand même à Randy Orton, moi qui m'a beaucoup impressionné. Et d'une certaine manière aussi bravo aux producteurs aux producers là, je sais pas, de ce match qui, je trouve, a été extrêmement bien mis en scène là aussi pour
narrer de la meilleure des manières le triomphe et la consécration ultime de Gunther. C'était tout ça était très très bien fichu. Ouais, c'était bien ficelé. Tu l'as dit, hein, une mission totalement réussie, mission accomplie pour Gunther et puis pour les producteurs et puis pour voilà le nouveau paysage qui s'installe, hein, les nouveaux protagonistes, les méchants d'aujourd'hui, les méchants de demain, ils sont là. Hein. C'est vrai que Gunther finalement c'est cette force inéluctable qui avance doucement mais sûrement en fait. J'ai l'impression qu'il est inarrêtable, quoi. Tu poses 5 minutes, tu dis, mais en fait, ok, le mec, personne ne peut le battre, personne ne l'a battu, ça fait juste. Mais depuis le début, hein, depuis même qu'il était à NXT UK, où il a été champion pendant des années, il a toujours été construit comme ça, en fait. Toujours, toujours, toujours. Il y a une constance dans son build qui est assez effrayante, d'autant plus maintenant qu'il en est arrivé à ce stade-là, tout en haut de la montagne du main roster C'est de la ça. WWE. C'est ça, c'est que maintenant, en plus, il le fait avec le titre suprême d'une certaine manière, même Ouais, si. ouais, ouais. Et puis d'ailleurs, je pense c'est vrai que souvent on s'est moqué. Enfin, on s'est moqué. Certains se moquaient de cette ceinture depuis qu'elle a été réintégrée. C'était un petit peu le titre des losers qui a été ramené et tout. Je pense que Gunther, en tout cas, va contribuer avec son règne, si ça continue comme ça, à définitivement écarter, effacer, laver cette ceinture, je pense, de toute mauvaise aura qu'elle pouvait avoir, si tant est que c'était encore le cas, parce que c'est en effet ce règne démarre avec en tout cas sur les chapeaux de roue. Et tu fais bien de le rappeler. Je crois qu'il y a une stat. Je n'ai pas le screenshot malheureusement, mais je crois qu'il y a une stat assez hallucinante sur le nombre de jours depuis que Gunther est à la WWE en tant que champion. Puisque et je crois que c'est assez hallucinant puisque en effet son titre de NXT UK il l'a eu pendant plus d'1 an, le titre intercontinental aussi pendant 666 jours ou je sais plus quoi, et là maintenant c'est reparti. Il y a ce côté, déjà quand il était champion intercontinental, souvent il y avait ces impressions pendant les matchs que en fait les gens il peut rien lui arriver en fait. Il est trop fort. Il y a ce côté, comme tu l'as dit, ouais, la force, l'objet inamovible qui avance, qui est trop puissant et les babyface ont beau tout tenter contre lui, ils finissent toujours par se faire écraser. Et en fait, c'est vrai que maintenant d'arriver à reproduire ça avec le titre suprême, c'est encore plus impressionnant. Mais il y a cette impression qui se dégage toujours dans les matchs de Gunther, ouais, qu'il est en fait, on peut lui envoyer les meilleurs coups, il finira toujours par c'est lui qui va donner le dernier coup, quoi. C'est toujours comme ça, quoi. Et ça marche bien. Ouais, c'est vrai que ça marche très très bien. Ouais. C'est voilà, c'est inarrêtable, le nouveau standard. Et c'est vrai, tu as raison. Il l'avait dit. En plus, à chaque fois, hein, il veut rapporter le prestige au championnat qu'il détient. Mission réussie, quoi. Le mec, il l'a fait pour le titre intercontinental. À l'époque, NXT UK, voilà, il avait marqué de son empreinte cette petite division de l'antichambre un petit peu de la WWE, voilà, qui était connue seulement des connaisseurs, mais il avait bien commencé. Et puis alors là, c'est effectivement là, le programme s'annonce incroyable. Celui qui ira détrôner Gunther, aura ce statut de David contre Goliath et va-t-il réussir et ce sera quand même c'est vrai que ça sent le long règne, en effet. À la manière du titre intercontinental. Alors on sent aussi que c'est le nouveau style. Hein. Clairement, Triple H, il aime bien. Il aime bien les longs règnes. C'est une autre ambiance, c'est-à-dire que du coup, on sent beaucoup plus venir les règnes de transition, ça c'est sûr. Enfin, les règnes de transition, les matchs les défenses, on va dire, de transition. Mais par contre, ça donne aussi, ça donne des moments de fou sur ces dernières années. Hein, quand Sami Zayn a battu Gunther pour le titre intercontinental, c'était un gros moment aussi parce que ils avaient super bien construit Gunther. Quand Cody Rhodes a battu Roman Reigns, on n'en parle même pas. Voilà, on sent que c'est un peu une tendance, hein, même quand Rhea Ripley avait perdu son titre aussi. Donc voilà, c'est le style maintenant. Eh bien, parlons de style, on va parler du style de ce pay-per-view, de ce PLE. 5 matchs qui étaient à la carte. Jusqu'à c'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu saurais nous partager un top, un flop et une note pour ce premier PLE en Allemagne? On a eu de la défense de titre à tous les étages. On a eu un retour de CM Punk. On a eu un main event complètement dingue. Qu'est-ce que tu as kiffé et qu'est-ce que tu as moins kiffé?
Alors, qu'est-ce que j'ai moins kiffé? Bah écoute, ça on va l'évacuer assez vite. Bon, il y avait un intrus sur la carte, hein, grosso modo. Ouais. Clairement, c'était ce match tag team. Je leur en veux pas aux filles. Elles ont plutôt. Euh, c'était mieux par exemple que ce qu'on a vu à Paris, hein, clairement. Oui. À Paris, à Lyon, pardon, à Lyon. À Paris, c'était beaucoup mieux que ce qu'on avait vu à Lyon. Mais bon, voilà, je trouve que c'est dommage. Ça. Il y avait sans doute autre chose à proposer sur des cartes aussi restreintes. Je trouve que griller des cartouches pour des choses dans lesquelles ils ont manifestement rien à faire, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est plus au Booker le flop que vraiment aux filles qui, elles, écoute, on saisit la balle au bon et ont en effet, globalement, plutôt envoyé un Oui. match tout à fait acceptable. Donc voilà, et puis bah le top, là pour le coup, il y a de quoi faire. Je vais quand même revenir un cran en arrière sur la carte et j'ai envie de le donner aux Terror Twins, ce top. Hmm. Pour moi, ouais, ça a été le moment, je trouve, le plus kiffant leur victoire. Moi, c'est le moment qui m'a vraiment filé la banane, leur triomphe dans l'arène. J'ai trouvé que globalement sur ce match, ils avaient totalement embrasser à 2000% leur nouvel alignement et au-delà de leur nouvel alignement, même leur équipe. Je trouve qu'il y a un truc qui se dégage. Tu sens qu'ils kiffent en fait ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'ils prennent beaucoup de plaisir dans ce nouvel arc pour eux du Judgment Day et de leur carrière, cette équipe. Donc ça se sent à l'écran et ça les rend d'autant plus over et attachants, je trouve. Donc j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dans Damien Priest et Rhea Ripley. Et ce sera mon top de la soirée. Et ma note, eh ben écoute, ma note, c'était un excellent PLE. J'irai pas au-dessus de 4,25. Je vais rester sur un 4,25 qui est une très bonne note. Mais quand bien même j'ai beaucoup apprécié ce PLE, je trouve que la formule d'une certaine manière plafonne un tout petit peu, Ouais. a du mal à. En fait, c'est une formule qui donne des shows excellents, mais qui ne donne peut-être pas des shows mémorables. Et je sais pas s'il en restera grand-chose de ce Bash in Berlin, tu vois, dans quelques mois. Parce que, bah voilà, c'est la nouvelle formule Triple H, c'est 5 matchs, c'est beaucoup de booking, très classique, très convenu, extrêmement efficace, attention. Extrêmement efficace, pourquoi? Parce que les histoires sont très très bonnes. Donc en fait, c'est vrai que quand on a des très bonnes histoires, forcément les matchs sont extrêmement. On s'investit beaucoup dans les matchs. Et puis en plus, c'est vrai que ce côté Globetrotter, Harlem Globetrotter de la WWE marche très très bien parce qu'ils mettent le feu partout où ils vont, donc ça donne des ambiances de fou. Donc globalement, le cocktail marche extrêmement bien. Je pense que pour les gens dans l'arène, c'était un 5 sur 5. De la même manière que Backlash, pour nous, c'était un 5 sur 5 Ouais. à Lyon. Mais il y a un côté, voilà, pour les téléspectateurs, tu peux pas t'empêcher, je trouve, de rester un tout petit peu sur ta faim. Il y a un sentiment, je trouve, de facilité un petit peu qui se dégage de ces pay-per-view, qui est à la fois extrêmement impressionnant, presque insolent. Je sorti sur des PLE précédents. Presque insolent de ce côté de se dire je peux venir avec un cinquième, allez un quart de mon roster. Enfin Hmm. franchement, quand tu vois tous les mecs qui laissent sur le bas côté pour ces cartes là, et on arrive et en fait on envoie un banger tranquillou, sans se forcer. C'est à la fois forcément très kiffant hein, de se dire putain la WWE marche sur l'eau. C'est extra ce qu'ils font. Et en même temps, tu te dis, ouais, le mec, il se force pas, quoi. Il y a, voilà, c'est pour ça que je vais pas beaucoup plus haut parce que globalement, de la même manière, Backlash, on s'en souviendra toute notre vie. Mais si on l'avait vu derrière notre télé, je pense sans doute, on se dirait un peu la même chose, de se dire, tu vois, peut-être qu'il faut un peu plisser les yeux et froncer le front un peu, te rappeler de la carte de Backlash. Je pense que c'est un peu c'est un peu la même impression qu'on aura en fin d'année, de se dire, tiens, c'était quoi Bash in Berlin et tout. Donc voilà, on a passé un super moment, mais tu sens qu'il y a vraiment deux groupes maintenant. Il y a le Big Four, les stades enfin les PLE dans les stades, et ces PLE en arène où il se passe moins de choses. Ils envoient du très très lourd, mais il se passe moins de choses, quoi. Ouais, effectivement, t'as raison. Hein, il y a, voilà, il y a deux formules. Et cette formule des pay-per-view B, pay-per-view internationaux à 5 matchs, on en a déjà parlé et j'ai ressenti la même chose. Quand bien même la qualité était vraiment excellente, intrinsèquement même les matchs étaient, je pense en termes de matchs, peut-être Oui, tous meilleurs les que ce matchs qui a étaient très été bons. proposé à Lyon. Tu Mm. vais tout cumuler, même s'il y a eu des gros matchs aussi à Lyon.
Mais c'est vrai que ça nous prive en fait de cette petite folie, hein, où tout peut arriver finalement. Là, c'est très convenu. Les résultats, bah voilà, on va parler des pronos très rapidement, juste après que j'ai terminé mon mot de la fin. Moi, honnêtement, mon flop et mon top, ça va être exactement les mêmes que toi. Ma note, je vais la mettre à 4,5. Je suis comme toi en fait, une espèce de plafond là que je dépasserai pas parce que effectivement, tout était très 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 convenu et ça m'embête un petit peu toi de me dire je regarde un pay-per-view en disant il y a Ouais, quand tu connais les résultats, c'est vrai que ouais c'est marrant, hein, ce nouveau style entre guillemets où en fait les histoires sont tellement soignées, travaillées. En fait, finalement, quand tout fait sens à ce point-là, entre guillemets, oui, la suite logique, tu la vois. Il y avait peut-être qu'avec la Bloodline où on avait vraiment cette impression de contre-pied permanent oui. sur le grand arc de la Bloodline, un peu moins sur les. Mais c'est marrant. En fait, j'ai du mal à être sévère parce que, en fait, c'est super agréable à suivre et super bien foutu. Mais c'est lisible. Alors, ouais, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Ouais. Ouais. C'est presque peut-être un peu trop confortable. Peut-être. Il faut peut-être qu'on les bouscule un peu. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Après, on peut pas leur reprocher. Ils ont une formule qui fonctionne. Voilà, on Ah bah continue ouais. avec. Et tu l'as dit, le reste c'est tellement bon que c'est ça qui permet de voilà. Là, on demande c'est un truc toucher au-delà de l'excellence. Attention. Oui. Quand on en est là, c'est que ça va bien. Ouais. Voilà. Donc voilà pour le mot de la fin. Concernant les pronostics, Jessica, je l'ai dit, hein, une pluie de perfect et c'est abattu. Je crois que vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 à avoir pronostiqué les 5 bons résultats pour ces 5 matchs. Donc une pluie de 10 points là qui sont tombés dans vos besaces. C'est Norbert de la Rivière qui lui a fait un perfect aussi sur les tie breakers jusqu'à incroyable. Ce bon vieux Norbert du Bas-Rhin, voilà, du Bas-Rhin. Bravo Norbert. Voilà. Bravo Norbert, donc qui devient donc l'Europe Catch-up Champion. Concernant le classement général, aïe, notre championne en titre est tombée, c'est lourd, c'est Was Bear qui est tombé. The Bear qui est tombé. Dur. La chute, oublié de pronostiquer. Ça pardonne pas les pay-per-view dans l'après-midi le samedi comme ça. Aïe. Ouais. Déjà que les horaires, on n'était pas trop sûr. Il y avait plein d'infos différentes. Mais alors, si en plus, c'est vrai que t'es le samedi, voilà, tu vois, un bon petit gueuleton là en famille, et puis tu rentres chez toi. T'es à l'apéro tranquille et tu dis merde, les pronos. Ouais, oui, genre, je m'étrangle à moitié. Là, excusez-moi, je perds ma voix. Oh là là, accroche-toi. Enfin, oui, là, je m'accroche. C'est oulala, la voix part en cacahuète. Yamcha et ce Hyperfect qui se partagent, ils n'ont pas encore réussi à se départager. Donc pour l'instant, pas de nouveau champion. Je vais pas traîner. Tu vas pas tenir longtemps. Ouais. Je vous rappelle que Catch-up, votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE, vous le retrouvez sur les plateformes habituelles. C'est gratos, voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. Les réseaux sociaux, vous les connaissez. Le lien vers le Discord est dans la description. Je te remercie, Giscal, d'avoir partagé les studios avec moi. Et puis, pour cette rentrée. Prends mes pastilles pour la gorge. Tiens, attrape. Écoute, je te remercie aussi d'avoir tenu bon malgré tes problèmes de gorge. Oui, ça c'est ton gros screenshot là et mes problèmes de gorge. Ouais, ça c'est terrible. C'est terrible. Bon, en tout cas, la rentrée s'annonce du magnifique à la WWE et pour les fans. Et à Catch-up, on se régale d'avance. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde. Oh la vache, j'ai failli mourir. Bah oui, il était temps que ça s'arrête alors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas si des fois t'as un petit truc qui te gratouille dans la gorge et. Ah oui, t'as beau tousser. Ça empire. Bon, eh bien, je te laisse, ok? Bon bravo. Allez hop, une bonne chose de faite. Tout ça. Et puis. Bon alors moi je pourrais pas gérer Raw avant vendredi, mais bon, on verra. Écoute, si jamais il y aura une équipe, hein. Peut-être. Il y aura peut-être. Part du principe que tu t'y colles vendredi. Hein. Part du principe. Ok. Voilà. Okay. On va faire ça. Allez, à plus. Allez.
Bon alors toi, t'écris des bouquins, toi.